Bonjour à tous, je vous propose ce matin d'écouter l'audition du nouveau PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Il était auditionné le 14 janvier dernier par la Commission des affaires économiques du Sénat. Le nouveau patron d'EDF qui s'est dit confiant sur sa capacité à obtenir la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires françaises. Aujourd'hui, la durée de vie des 58 réacteurs français est limitée à 40 ans. Alors devant les sénateurs, Jean-Bernard Lévy a évoqué une durée de fonctionnement de 50 voire 60 ans. Par ailleurs, pour renforcer la sécurité des réacteurs, EDF a lancé un programme d'investissement de 55 milliards d'euros. Programme soutenu publiquement par Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, qui s'est même prononcée en faveur d'un renouvellement du parc nucléaire français. Autant de sujets qui seront abordés lors de la discussion sur le projet de loi sur la transition énergétique présenté à partir du 10 février ici au Sénat. Un texte qui plafonne la capacité nucléaire de la France à son niveau actuel. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis très heureux de revenir vers vous assez rapidement après ma nomination chez EDF, et je voulais vous remercier de la confiance que vous m'aviez manifestée ce mardi de novembre par votre vote. Bien sûr, c'est un enjeu important pour l'entreprise que je représente, que je dirige, et pour notre pays, que la transition énergétique, et j'en avais un petit peu parlé lors de mon audition. Donc, je voudrais utiliser le temps que vous m'accordez pour contribuer à vos débats, partager avec vous le point de vue de notre électricien national. EDF doit et va bien évidemment jouer un rôle majeur dans la transition énergétique, parce que nous sommes évidemment le premier acteur du marché de l'électricité, du marché de l'énergie aussi, mais aussi parce que nous avons un grand nombre de technologies et de savoir-faire qui peuvent être mis à profit pour développer la transition énergétique dans bien des domaines, notamment les énergies renouvelables, notamment l'efficacité énergétique. Donc je voudrais, dans ce propos liminaire, traiter successivement de trois grands sujets, vous dire un peu, mais vous le savez bien sûr, mais vous rappeler quel est l'apport d'EDF à la situation énergétique actuelle de la France et vous exposer pourquoi, devant les enjeux de la transition énergétique, EDF est un atout majeur pour notre pays. Et puis, traiter un petit peu, puisqu'il s'agit quand même de fixer pour le long terme des enjeux dans ce domaine qui sont à caractère très, très général, qui vont peut-être même au-delà de l'énergie, que EDF est conscient de son rôle sociétal, de la place qu'il a dans les grands équilibres de notre pays, au-delà même de son activité industrielle et commerciale. D'abord, vous dire qu'EDF contribue déjà de manière très positive à la situation énergétique française par rapport à des grands enjeux, puisque l'un des objectifs, notamment sur le plan du carbone, dans la loi, c'est de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Chacun sait que c'est un objectif ambitieux, que les enjeux du réchauffement climatique sont devenus il y a quelques années. Que d'ailleurs la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes pose des problèmes, y compris à EDF, et je pense aux effets répétés des tempêtes dites exceptionnelles sur les réseaux de distribution qui créent des contraintes majeures et qui d'ailleurs montrent la mobilisation des équipes pour réparer les dégâts. Et donc nous mesurons directement nous-mêmes sur ces réseaux les dérèglements qui sont liés au climat. Vous dire aussi que 2015 sera l'année de la COP21, la conférence qui réunira à Paris tous les pays du monde qui, j'espère, prendront des engagements concrets dans la lutte contre le réchauffement climatique, et que pour EDF, en fin d'année, au mois de décembre, ce sera un moment important qui permettra de souligner le rôle que nous avons un peu d'éclaireur dans ce qui peut être fait pour décarboner davantage nos économies, nos sociétés. En effet, la France est déjà très bien placée dans le paysage mondial et européen en matière d'émissions de CO2 par habitant. La France émet 5 tonnes de CO2
par habitant, contre 7 tonnes de CO2 par habitant pour la moyenne européenne et 9 tonnes de CO2 par habitant pour nos voisins allemands. Et bien sûr, EDF contribue très largement à cette performance, puisque nous rejetons seulement 35 grammes de CO2 par kilowattheure produit, alors que nos voisins européens en rejettent 10 fois plus. 10 fois plus. Il y a donc une contribution très importante à montrer que ces réductions d'émissions de CO2 sont possibles, puisque la France démontre déjà qu'on peut faire 10 fois mieux que la moyenne européenne en matière de production d'électricité. Bien évidemment, il y a aussi d'autres efforts à faire dans les bâtiments et les transports, j'y reviendrai. La transition énergétique, c'est donc un sujet d'environnement, mais c'est aussi un enjeu économique et social, avec un facteur majeur dans la construction des prix industriels, un facteur de compétitivité majeur, qui sont bien sûr les prix de l'énergie. L'article 1er du projet de loi qui est devant vous fixe comme objectif de politique énergétique le maintien d'un prix de l'énergie compétitif et attractif au plan international. Il y a donc bien une conscience que nous devons maintenir la compétitivité de la France. Nous savons que les énergies fossiles sont importées, nous en subissons les fluctuations, alors que grâce à des choix politiques et à une certaine performance industrielle, le prix de l'électricité en France est beaucoup plus stable, beaucoup moins fluctuant, et qu'il est 35% moins cher que la moyenne européenne, et même si on exclut la France, puisque la France fait baisser la moyenne, nous sommes 40% moins chers que nos voisins européens. Il est clair que le choix du nucléaire, vous y faisiez allusion, Monsieur le Président, à l'image des déclarations de Madame la Ministre hier, le choix du nucléaire, il y a une quarantaine d'années, a donné à la France un avantage durable. Nous avons devant nous l'allongement de la durée de vie de nos centrales nucléaires. C'est un programme que nous allons progressivement engager ces prochaines années. On l'appelle grand carénage. Il a des bénéfices également en matière de sûreté, comme vous le savez. Et il jouera un rôle majeur pour que nous maintenions en France un prix de l'électricité très inférieur à celui de nos voisins et concurrents, et donc un effet majeur sur le maintien de la compétitivité du pays. Je faisais donc référence à l'article 1. Je voulais parler quelques instants de sécurité d'approvisionnement. Je crois qu'il faut aussi souligner que la politique énergétique, la politique électrique qui a été menée montre la faible dépendance à nos importations en termes de dépendance économique et de dépendance en matière de souveraineté. Je voudrais rappeler que la facture pétrolière et gazière de la France est à peu près de 60 milliards d'euros, le même ordre de grandeur que le déficit total de la balance des paiements, et on voit donc l'ampleur des sujets énergétiques par rapport à ces questions de souveraineté et d'indépendance économique. Et la réduction de la dépendance que nous avons aux énergies fossiles, au pétrole et au gaz, un petit peu au charbon aussi, mais modestement, est un souci que nous pourrons traiter si nous agissons davantage sur les usages carbonés, principalement dans le bâtiment et les transports. On n'imagine pas ce que serait la dégradation de nos comptes extérieurs si, à l'image de nos grands voisins qui utilisent majoritairement des centrales au charbon, au gaz et au fioul, nous avions le même mix de production d'électricité. Nous aurions clairement des problèmes majeurs sur l'économie. Donc face à ces enjeux, EDF a déjà démontré qu'il est un atout majeur pour notre pays, puisque nous avons un parc de production qui est très majoritairement hydraulique et nucléaire. Il est donc décarboné, il est donc compétitif. Le projet de loi comporte des dispositions relatives aussi bien à l'hydroélectricité qu'au nucléaire. Pour l'hydraulique, c'est un des atouts majeurs de notre pays. Nous avons des montagnes et nous avons de l'eau. Et des grands fleuves, il convient de bien prendre en compte le rôle de l'hydraulique pour l'ensemble du système électrique, et nous souhaitons que soient favorisées les mesures qui permettront d'engager à court terme des investissements de puissance supplémentaires. Nous avons la possibilité de produire davantage d'hydraulique. Ces capacités accrues seront notamment utiles pour faire face de manière décarbonée à l'intermittence des énergies renouvelables solaires et éoliennes.
Quant au nucléaire existant, son atout réside à la fois dans son caractère décarboné et dans son coût de production. Nous produisons aux environs de 55 € du mégawattheure. C'est plus compétitif que tout moyen de substitution, quelle que soit la technologie classique et renouvelable. Le parc nucléaire existant en France aujourd'hui a 30 ans d'âge moyen et je suis confiant dans la capacité qu'EDF, en tant que groupe industriel, la capacité d'EDF à prolonger avec ses grands partenaires en toute sécurité la durée de fonctionnement de ce parc jusqu'à 50 ans, voire jusqu'à 60 ans, et je soulignerai que les grands électriciens américains qui exploitent des centrales de même technologie ont déjà, pour la majeure partie d'entre eux, obtenu des autorisations d'exploitation jusqu'à 60 ans, et on parle maintenant éventuellement d'aller même au-delà. Nous aurons donc à démontrer à l'autorité de sûreté que nous pouvons remplir les conditions nécessaires pour assurer la sûreté au-delà de 40 ans. C'est le programme du grand carénage, c'est un projet industriel très ambitieux. Si nous rénovons et améliorons la sûreté dans le cadre du grand carénage de la totalité du parc existant, nous parlons d'environ 55 milliards d'euros d'investissement d'ici à 2025. C'est plus qu'un doublement des investissements courants que nous faisons sur la maintenance du parc nucléaire jusqu'à présent. Ces investissements considérables, évidemment, vont irriguer toute la filière nucléaire, de nombreux acteurs industriels, des grands groupes, mais aussi des centaines de PME industrielles, des entreprises de services, qui sont réparties sur la quasi-totalité du territoire et qui donc consolideront des emplois. La prolongation de la durée de fonctionnement du parc existant est donc un moyen majeur de maîtriser les émissions de CO2, de préserver la compétitivité exceptionnelle en France du prix du kilowattheure. Les énergies électriques et non électriques en matière de renouvelables sont évidemment devenues un enjeu majeur pour EDF. Nous ne devons pas limiter la vision que nous avons d'EDF à son parc de production hydraulique et nucléaire. Nous sommes désormais très engagés dans les énergies renouvelables avec notre filiale EDF Énergie Nouvelle. Nous sommes devenus, ce n'est pas toujours connu, nous sommes devenus le premier développeur d'énergie renouvelable électrique en France. Nous sommes présents dans l'éolien terrestre avec un parc installé qui est maintenant de 850 MW. Environ 200 MW sont en construction et 300 MW font l'objet d'une demande de permis de construire. Nous sommes bien sûr engagés dans l'éolien offshore. Nous avons remporté 3 des 4 premiers appels d'offres. Une nouvelle filière industrielle est créée avec notamment des usines Alstom, dont la première a été inaugurée par le Premier ministre à Saint-Nazaire il y a quelques semaines. Et puis nous sommes présents dans le domaine de l'énergie solaire. Nous avons un parc installé de 210 MW solaires en France. Nous sommes le premier acteur du secteur solaire en France au sens large, puisque, à titre d'exemple, nous avons, et nous en sommes fiers, inauguré la semaine dernière en Guyane une centrale solaire qui, dans le système insulaire, comme on dit, même si la Guyane n'est pas tout à fait une île, est dotée d'une technologie innovante de stockage qui est essentielle à la stabilité du réseau et qui permet, à un coût qui, bien sûr, est encore à optimiser, de bien équilibrer les problèmes liés à l'intermittence du solaire. Donc je voulais souligner l'engagement majeur d'EDF en tant qu'énergéticien dans les énergies renouvelables et les contraintes qui posent sur nous, qui sont évidemment à aborder avec un très grand soin. De ce point de vue-là, je voudrais souligner que les coûts de développement restent encore élevés, que notamment dans le solaire réparti et dans l'éolien offshore, les coûts dépassent 200 € du mégawattheure, je rappelle, 55 € pour le nucléaire, plus de 200 € pour l'éolien offshore, plus de 250 € pour le solaire réparti. Donc autant il nous paraît important, et nous le démontrons en étant le premier acteur français dans les énergies renouvelables, autant il nous paraît important d'investir, autant il nous paraît important de le faire de façon mesurée. Les coûts de développement restant élevés, il faut faire attention au rythme de développement. Les premières installations sont naturellement assez chères. Il faut que nous ayons les retours d'expérience pour amorcer une filière qui soit économique et économiquement viable. Le soutien total aux énergies renouvelables calculé par la CRE
à travers la CSPE, va représenter 4 milliards d'euros en 2015, soit les 2/3 des charges de service public couvertes par la CSPE. Ce poids de la CSPE, vous le savez, mesdames et messieurs les sénateurs, est en train de devenir très lourd, et sa croissance est rapide, c'est une croissance à 2 chiffres. C'est au total environ 100 milliards d'euros qui vont peser sur la facture d'électricité dans les 10 ans, dont 60% dû au surcoût des seules installations déjà en service, sans même parler de croissance du parc. Et faire peser uniquement sur les consommateurs d'électricité cet effort que nous faisons en faveur des énergies renouvelables peut devenir problématique vu les montants dont nous parlons. Assez rapidement, ça sera 10 milliards d'euros par an. Et nous suggérons que soit étudié rapidement un dispositif de financement du soutien aux énergies renouvelables plus diversifié, qui ne pèse pas uniquement sur les consommateurs d'électricité, mais qui puisse avoir une assiette plus large. En matière de consommation, EDF souhaite également contribuer à l'amélioration de l'efficacité du système. La transition énergétique, finalement, est autant un enjeu de consommation et d'efficacité qu'un enjeu de production. Faire évoluer les comportements, consommer moins pour un même usage, substituer des consommations décarbonées aux consommations carbonées est un sujet essentiel. Lorsque de nouvelles normes de performance énergétique sont fixées, il nous paraît important de prévoir en conséquence des critères exigeants non seulement en kilowattheure, mais aussi en CO2. Faute de quoi, nous risquons de voir se reproduire les effets pervers que nous observons actuellement sur la dernière réglementation thermique, qu'on appelle RT 2012. Elle ne prend pas en compte le critère du CO2 et elle a conduit assez curieusement à éliminer des solutions électriques, même des solutions électriques les plus performantes comme celles qui sont basées sur des pompes à chaleur, et à substituer des solutions fossiles, du gaz ou du fioul là où il n'y a pas de gaz, à un équilibre qui avait été trouvé avec un certain pourcentage de chauffage électrique. Ainsi, cette réglementation thermique a fait passer la part du gaz dans les logements collectifs construits ces dernières années de moins de 30% en 2009 à près de 80% en 2014. Nous souhaitons donc que dans la réglementation thermique puisse être pris en compte un paramétrage qui soit également, pas uniquement, mais également indexé sur le CO2 de façon à rééquilibrer la part respective des énergies fossiles et de l'énergie électrique dans le chauffage des nouveaux logements. De la même façon, en ce qui concerne les objectifs et critères à respecter lors des rénovations, cette fois-ci des bâtiments existants, rénovation énergétique, le projet de loi prévoit l'obligation de rénover avant 2030 les bâtiments les moins performants, et là aussi fixe des critères en kilowattheure et non pas en CO2. Il nous semble que dans le cadre de la transition énergétique, il faudrait également utiliser des critères de CO2 qui sont pourtant déjà connus puisque les logements mis à la vente ou à la location prévoient un étiquetage exprimé également en CO2. En matière de maîtrise des consommations, un sujet important est celui de l'effacement. Comment gérer au mieux les consommations de pointe qui sont très coûteuses pour la collectivité. Les mécanismes d'incitation à l'effacement permettent d'atténuer ces consommations de pointe. Différentes solutions existent ou sont envisagées par le projet de loi. Nous souhaitons que soient trouvées des solutions les plus équitables entre les acteurs. EDF pratique déjà largement des contrats avec des clauses d'effacement rémunérées pour ses clients professionnels. Ces contrats sont très appréciés. Je crois qu'ils ont un intérêt collectif indéniable. Pour les ménages, il nous semble que le client doit conserver le choix entre une offre tarifaire à effacement et une offre d'un opérateur d'effacement, un opérateur tiers. Mais faisons attention à ne pas mettre en place de mécanismes de subvention exagérés en faveur de ces opérations d'effacement, puisque leur financement pèse in fine sur le consommateur et ne créons pas de rente inutile. Les opérations d'économie d'énergie sont bien sûr essentielles et je voulais souligner le rôle d'EDF en tant que producteur d'économie d'énergie. Nous sommes le premier producteur d'économie d'énergie en France. Nos obligations annuelles sont comptabilisées en térawattheures et elles sont en térawattheures cumulés chaque année de 46 térawattheures. Nous respectons ces obligations. Nos obligations vont passer de 46 à 59
TWh, c'est près de 30% d'augmentation, ce qui veut dire que nous allons mener 30% d'opérations d'économie d'énergie supplémentaires et nous voir délivrer des certificats d'économie d'énergie en nombre plus important par l'administration. C'est un challenge difficile que d'augmenter ces obligations, ces réalisations d'économie d'énergie, et nous allons faire nos meilleurs efforts pour le respecter. Ce n'est pas toujours bien connu, mais ça veut dire que EDF finance et réalise des opérations d'isolation, de changement de système de chauffage. Et de ce point de vue-là, l'arrivée de Dalkia dans le groupe EDF va, j'espère, nous permettre d'étendre notre offre de services énergétiques et de remplir ces obligations de manière efficace. Je voulais dire un mot en ce qui concerne les projets électriques et énergétiques des collectivités locales et des territoires, dont je sais combien le Sénat est attentif à ces sujets-là. Nous voulons identifier et valoriser des potentiels d'énergie renouvelable dans la dimension locale, en particulier en matière de chaleur, énergie produite à partir de biomasse ou de géothermie, et aider au développement des transports décarbonés, aider au développement d'écoquartiers et, bien sûr, l'efficacité énergétique des bâtiments. De ce point de vue-là, nos équipes travaillent pour retrouver des solutions innovantes, notamment à travers les efforts que nous faisons en matière de recherche et développement. Nous avons environ 2000 personnes qui se consacrent à ces différentes innovations. Le numérique est un des domaines importants auxquels nous faisons appel, puisque les technologies numériques vont jouer un rôle majeur en matière d'efficacité énergétique. Et je voulais souligner que nous travaillons aussi avec des start-up à travers notre fonds de capital risque Electranova Capital. Et donner quelques exemples, j'ai récemment pris connaissance d'une start-up française en Haute-Savoie qui, par exemple, fabrique une génération très avancée de composites bois isolants très performants qui va, j'espère, permettre d'améliorer très largement l'efficacité des constructions en bois. Et il y a de nombreux autres exemples qui pourraient être donnés. On parle de piles à combustible, mais le bois énergie ou le bois isolant, c'est aussi des choses qui sont importantes pour nous. Voilà, je voudrais terminer mon propos liminaire en vous disant quelques mots du rôle sociétal d'EDF. Nous avons très fortement ancré dans l'entreprise, dans l'identité de l'entreprise, le rôle que nous jouons dans l'économie et plus généralement dans la société française. D'abord, nous conduisons des politiques de filières industrielles de long terme avec des grands groupes et avec des PME. Nous réunissions encore récemment un forum entre EDF et les PME innovantes et nous irriguons tout un tissu de PME grâce à nos investissements. Et malgré la crise économique, EDF n'a pas réduit ses investissements. Nous avons investi en 2013 environ 8,8 milliards d'euros, ce qui fait d'EDF le premier investisseur en France, avec tous les effets d'entraînement que l'on connaît. Nous sommes également très actifs en matière d'emploi. Nous marquons notre confiance en l'avenir. Nous avons aussi accélérer des recrutements pour bien préparer le renouvellement des générations d'opérateurs dans le nucléaire, car il faut plusieurs années pour former des opérateurs et la pyramide des âges était préoccupante. Nous avons donc procédé en moyenne ces dernières années à 6 000 embauches par an, 6 000 embauches chaque année en France, et nous accueillons en moyenne environ 5 000 jeunes en alternance dans nos différents métiers. Sur l'aspect social, dans le tissu social, évidemment, la crise économique pèse sur le tissu social et nous mesurons les effets de la crise sur les plus fragiles de nos clients. La précarité énergétique est également un des thèmes de la loi et nous accompagnons nos clients en situation de précarité énergétique. Nous menons des actions préventives en essayant de cibler des logements pour la rénovation par rapport à ces populations plus précaires et nous menons de nombreux partenariats avec les bailleurs sociaux et les collectivités pour la réhabilitation de logements de type HLM. Nous participons activement au programme de l'Agence nationale de l'habitat qui s'appelle Habiter mieux. Nous le subventionnons à hauteur de 30 millions d'euros chaque année qui permet de rénover des logements énergivores occupés par des propriétaires aux ressources modestes. Mais tout cela ne règle pas tout, ça prend du temps et comme vous le savez, des tarifs sociaux ont été mis en place qui, pour l'électricité et le gaz, prennent la forme de réduction automatique de factures sous condition de ressources. Pour l'électricité, ce tarif dit de première nécessité s'applique à 2 600
000 ménages. 2 600 000 ménages, c'était 600 000 en 2010. Donc ces dernières années, le nombre de nos concitoyens qui bénéficient de ces tarifs, avec une réduction d'en moyenne une centaine d'euros chaque année, a quadruplé. Nous avons un petit souci, c'est que le projet de loi prévoit d'arrêter les tarifs sociaux à la fin 2016 et de substituer à ces tarifs sociaux un chèque énergie afin d'apporter une aide aux consommateurs qui se chauffent notamment au fioul. Notre expérience en matière d'accompagnement des clients en précarité énergétique nous conduit plutôt à défendre le maintien des tarifs sociaux pour l'électricité et donc le gaz, mais quitte à les compléter par un chèque énergie si nécessaire. Nous ne souhaitons pas une substitution intégrale du chèque énergie, nous préférerions garder le système actuel, car nous craignons que l'abandon d'un mécanisme de réduction automatique de la facture au profit de l'utilisation d'un nouveau moyen de paiement spécifique à renvoyer pour payer une facture augmentée, ceci nous fait craindre, premièrement, un certain taux de non-utilisation du chèque par les plus fragiles, les moins informés, les moins au courant, sans jeu de mots, de nos concitoyens. Et deuxièmement, plus vu de l'entreprise, une perte de contact entre EDF et des gens qui ont l'habitude d'avoir le contact avec nos collaborateurs, ce qui permet d'assurer un suivi et un accompagnement personnalisé de ces personnes. Donc nous visons bien sûr l'efficacité dans le traitement de la précarité énergétique et si possible à sa résorption. Nous voyons le chèque énergie comme très utile pour compléter, si nécessaire, le tarif social de l'électricité, pour compléter sur d'autres formes d'énergie de chauffage, notamment les systèmes de précarité. Mais nous pensons que le système actuel a des mérites qu'il faudrait conserver. Voilà, je voudrais juste dire en conclusion que vous l'avez bien compris, et je vous l'avais dit, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, lorsque j'étais venu vous voir en novembre. Les sénateurs, pardon. Les sénatrices et les sénateurs. J'étais le dernier à réagir, finalement. Oui, il en vient. Là, tu n'as pas terminé ta conversion, toi. La transition énergétique est donc une opportunité, bien sûr, pour EDF. Elle va nous permettre de fixer un cap pour l'entreprise, un cap évidemment un petit peu lointain, mais elle va nous permettre de fixer un cap. Nous nous inscrivons déjà dans cette logique des économies plus décarbonées qui luttent efficacement contre le réchauffement climatique. Nous attendons beaucoup de ce que prévoit la loi, l'exercice de programmation pluriannuelle concernant l'électricité, mais aussi l'ensemble des énergies, parce que ça nous paraît un moyen utile de préparer l'optimisation des investissements des différents acteurs économiques. Mais nous souhaitons aussi que pour nous laisser tout notre rôle, que nous puissions prendre toute notre part dans cette démarche, l'entreprise puisse garder des objectifs de performance qui vont de pair avec la nécessité de laisser à l'entreprise des marges de manœuvre pour qu'elle puisse optimiser son efficacité. La nécessité aussi de bien traiter EDF comme une grande entreprise de service public. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci de votre attention et je répondrai, avec l'aide de mes collaborateurs, je répondrai bien volontiers à vos questions. Bien, merci Monsieur le Président. Sans tarder, je donne la parole à Ladislas Poniatowski. J'ai quelques demandes d'intervention. Si d'autres veulent se manifester, ils le font. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cet exposé très complet. Je voudrais vous poser des questions un peu techniques et précises. Je voudrais vous en poser 4 d'abord concernant la réduction de la part nucléaire, donc, qui ont presque toutes, qu'on trouve toutes dans l'article 1, puis 3 autres également techniques. Sur la réduction de la part nucléaire, je voudrais savoir si vous avez procédé. Il est prévu à l'article 1, notamment, la réduction de la part du nucléaire à 50% du futur mix électrique. Est-ce que vous avez procédé à une évaluation du nombre de fermetures de tranches nucléaires que cela représente? Et donc, si ça s'impose à vous demain, lesquelles choisirez-vous? Première question. Deuxième question. C'est en 2017 que Flamanville va démarrer. Pour respecter une autre mesure qui est dans ce texte, c'est-à-dire que la production nucléaire actuelle ne doit pas dépasser les 63,2 gigawatts, ça veut dire que vous allez devoir fermer
2 tranches supplémentaires. Lesquelles prévoyez-vous de fermer? Troisième question. La première qui rentre dans le cycle de fermeture, c'est Fessenheim, c'est annoncé très clairement par le gouvernement. Est-ce que si on ferme Fessenheim, vous allez avoir droit à une indemnisation de la part de l'État? Avez-vous évalué le montant de cette indemnisation? Sur quelle base vous fixez-vous pour cette indemnisation? Ça, c'est un sujet donc, qui est beaucoup plus entre guillemets mûr et sur lequel vous n'avez pas pu faire autrement que de travailler très étroitement. Et en fait, dernière question sur le nucléaire, quatrième et dernière, je voudrais savoir, en matière d'export, je suis convaincu que cette espèce de coup de frein du nucléaire va vous léser, et vous et Areva. Hein. Que faites-vous toutes les deux et conjointement, puisque vous vous êtes rapprochés l'un et l'autre, dans vos conseils d'administration respectifs, que faites-vous pour vous remobiliser pour cet export qui prend un petit peu de plomb dans l'aile en ce moment? Mais 3 autres questions techniques. L'une, c'est la seule qui est la même que je vous pose, que j'avais posée à notre audition précédente concernant l'article 25, qui est celui qui prévoit la création de ce système de complément de rémunération pour les énergies renouvelables. La CRE s'est prononcée pour que l'acheteur, ce ne soit plus vous, mais ce soit une de vos filiales RTE. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette suggestion de la CRE, inconvénient, avantage, que ce soit plus vous directement EDF, mais RTE. Avant-dernière question sur l'article 55. Il est prévu qu'un commissaire du gouvernement, dorénavant, siégera à votre conseil d'administration. Et dans le texte, il est dit très précisément que ce commissaire du gouvernement pourra s'opposer à toute décision d'investissement non compatible avec le plan stratégique d'entreprise ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. J'aimerais avoir votre appréciation sur ce texte tel que c'est libellé actuellement dans la rédaction. Et enfin, dernière question, ça ne concerne pas le texte, mais ça concerne le souci de beaucoup d'auditeurs que j'ai écoutés au cours de ces auditions. C'est le lien avec votre filiale EDF. Je vous signale que ça soucie aussi beaucoup de nos collègues. Avec ERDF. C'est pas la filiale. Ben si, c'est une filiale. Non, mais RDF, et pas EDF, t'as dit EDF. Pardon. Non, mais votre filiale ERDF, le lien soucie beaucoup des gens que j'ai pu entendre, et notamment le fait que vous ne laissiez pas assez d'indépendance à ERDF pour assumer sa mission de service public, qui est d'avoir un réseau de distribution de qualité et qui doit, de mon point de vue, absolument pas baisser la garde en matière d'investissement. Or, vous avez baissé, pas vous, Monsieur le Président, puisque vous n'étiez pas là, mais alors que ERDF avait été bon pendant 4 ans, maintenant à nouveau depuis 2 ans, ERDF a baissé la garde dans tout le réseau de distribution de la France entière. Je serais curieux d'avoir votre avis et votre point de vue là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Un long chapitre nucléaire avec 4 sous-questions que je vais essayer de traiter, et puis 3 autres questions du rapporteur. Je remercie de la pertinence de ces questions. Sur le nucléaire, la loi prévoit de fixer une programmation pluriannuelle de l'énergie, donc une programmation pluriannuelle de l'électricité. Et c'est à l'intérieur de cet exercice que vont être menées des études, des scénarios qui permettront de répondre à la question pour atteindre cet objectif de 50% d'énergie nucléaire contre 75 à 80% actuellement dans les 10 ans qui viennent, environ, je crois que c'est environ, c'est aux alentours de. Quelles sont les hypothèses de consommation d'électricité qui elles-mêmes dépendent d'hypothèses macroéconomiques sur la croissance du pays et la consommation d'électricité à l'intérieur de la croissance du pays. Les scénarios vont donc permettre de répondre à cette question, mais les points d'entrée sont relativement nombreux. D'abord, il y a évidemment le facteur temps, 10 ans, ou peut-être aux alentours de 10 ans.
Il y a le facteur qui est lié à la croissance du PIB, et puis il y a aussi le mix énergétique. Quand je parlais, par exemple, de rénovation de logements, de construction de logements et de la façon d'utiliser notre énergie électrique décarbonée, compétitive, pour chauffer davantage de Français, l'effet la première année est modeste. L'effet cumulé sur 10 ans commence à être significatif et ceci peut créer des opportunités très significatives de rééquilibrage entre les productions nucléaires et les autres productions, essentiellement hydrauliques, thermiques et éoliennes et solaires. Et donc c'est lorsque nous allons établir ces scénarios et que le gouvernement fixera une programmation pluriannuelle, ce n'est pas l'entreprise, nous aiderons le gouvernement à étudier des scénarios, le gouvernement fixera une programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'on verra à ce moment-là quel est le réalisme de ce chiffre de 50% dès 2025, ou conduit-il à des scénarios moins probables? Et moi, je ne sais pas aujourd'hui vous le dire, puisque nous dépendrons par exemple, de normes d'utilisation de l'électricité dans les logements, de développement des usages électriques dans les transports, de normes de croissance telles qu'elles seront arrêtées par les autorités de l'État, qui aboutiront à ce résultat. Et c'est pour ça qu'en parlant de transition énergétique, je parlais également assez largement d'une meilleure utilisation de l'électricité dans les logements, sachant que, bien évidemment, EDF souhaite maintenir intact son parc de production nucléaire, plafonné au niveau actuel de 63,2 gigawatts, c'est ce qui est aujourd'hui dans la loi, et limiter les cas où les injonctions de l'État conduiront EDF à prendre des décisions malthusiennes ou se voir imposer des décisions malthusiennes, correspondant aussi pour la collectivité à des risques liés à l'indemnisation, qui est l'un des sujets dont vous parliez, puisque, bien évidemment, tout moyen de production qui a une valeur économique pour l'entreprise, s'il n'est plus disponible, crée un dommage qui doit être indemnisé. Et dans ce cadre, le sujet Flamanville-Fessenheim, pour moi, se présente de la façon suivante. Lorsque Flamanville sera mise en production, la loi, telle qu'elle est aujourd'hui, nous imposera sans doute de réduire d'autant le parc nucléaire installé. Flamanville, 1650 mégawatts. Le parc est fait de centrales à 900, les plus anciennes, ou 1400 mégawatts. À peu de choses près, 2 fois 900, c'est à peu près 1650. Et d'où le lien qui est fait entre le démarrage de la production de Flamanville et la réduction de deux unités du parc de réacteurs à 900 mégawatts chez EDF. La demande qui m'a été formulée par le gouvernement est de me demander de bien vouloir, le moment venu, nous y travaillons, nous ne sommes pas tout à fait prêts, étudier des alternatives à Fessenheim. Et donc le gouvernement m'a demandé de considérer que le projet qu'il mène aujourd'hui, c'est la fermeture des 2 tranches de Fessenheim, mais qu'il est prêt, si l'entreprise le propose, si l'entreprise le suggère, à analyser des alternatives, que 2 autres tranches à 900 mégawatts pourraient être fermées. Et il a passé commande, en quelque sorte, à l'entreprise d'une étude
d'alternatives. Donc nous y travaillons et il est trop tôt pour rentrer plus dans les détails sur ce sujet-là. Il est clair que le plafonnement tel qu'il s'impose et compte tenu de la disponibilité dans quelques années de Flamanville, dans les plans de l'entreprise, va se traduire par la fermeture de 2 tranches. Vous avez également parlé d'exportation. Nous venons à peine, Philippe Varin et moi-même, de prendre nos fonctions. Je crois que Philippe Varin a été nommé par Areva, à la présidence d'Areva seulement la semaine dernière, mais nous avons déjà bien en tête le fait de nous mobiliser sur les chantiers d'exportation. Les opportunités sont peu nombreuses aujourd'hui, en dehors de la Chine. Elles sont peu nombreuses. Il y en avait peut-être plus il y a quelques années, avant Fukushima. Depuis Fukushima, soyons lucides, il y a un ralentissement des projets nucléaires dans certains pays, sans même parler de ceux qui abandonnent le nucléaire, comme les Allemands. Et nous avons donc un petit peu de temps pour aborder, entre Areva et EDF, la meilleure façon de s'organiser sur les pays qui entendent se doter d'électricité nucléaire. Non pas que nous ayons des années devant nous, mais il n'y a pas la même urgence. Il y a un peu plus d'urgence en Chine, je ne le cacherai pas, car le programme chinois, lui, continue à se dérouler. On me dit qu'il y a plus d'une vingtaine de réacteurs nucléaires en construction en Chine. Chacun sait qu'il y a parmi eux 2 EPR à Taishan. Les contacts politiques entre le gouvernement chinois et le gouvernement français se multiplient. Le Premier ministre, M. Valls, il va à la fin du mois de janvier. Nous attendons la visite en retour du Premier ministre chinois également dans les mois qui viennent. Et donc, il y a la nécessité là de se mobiliser. Donc, Philippe Varin et moi, nous travaillons de façon à pouvoir harmoniser peut-être davantage que dans le passé la position que nous prenons vis-à-vis de nos partenaires chinois dans les différents projets qui sont les leurs. Et donc croyez bien que nous sommes très mobilisés avec cette priorité, je dirais, opérationnelle et presque immédiate sur la Chine pour accompagner de façon utile et efficace la visite du Premier ministre. Voilà, vous m'avez posé 3 autres questions, monsieur le rapporteur. Je vais essayer de traiter la première en ce qui concerne la manière dont sont organisées les obligations d'achat en matière d'énergie renouvelable. Alors aujourd'hui, pour bien clarifier les choses, les énergies renouvelables font l'objet d'une priorité dans l'utilisation des différentes sources d'énergie. Ce sont les énergies renouvelables que nous devons en priorité acheter, l'obligation d'achat. Et cette obligation pèse sur EDF Maison Mère, si je puis dire, et non pas sur sa filiale RTE. De ce que je comprends, il y a aujourd'hui à l'étude, je ne sais pas exactement ce que le président Ladoucette vous a dit il y a 1 heure ou 2, il y a aujourd'hui à l'étude un mécanisme qui transformerait cette obligation d'une obligation d'achat d'EDF à une obligation qui pèserait sur RTE. Donc c'est un sujet dont nous avons commencé à discuter. Difficile d'en dire plus aujourd'hui. Je ne crois pas. Nous n'avons pas. Enfin, c'est à la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, de décider des mécanismes de ces choses-là. Nous n'avons pas aujourd'hui détecté d'impossibilité sur les principes tels qu'ils nous ont été exposés par la CRE, dans lequel EDF Énergie Nouvelle, mais aussi ses concurrents, mettraient de l'énergie renouvelable à disposition de la CRE, qui devrait en priorité la transporter vers ses clients, de RTE, pardon, qui devrait en priorité la transporter vers ses clients. Donc ce sont des mécanismes qui, me semble-t-il, enfin pour ce que nous en comprenons, pourraient se mettre en place. Je ne crois pas qu'il y ait d'urgence particulière. Vous allez peut-être m'éclairer sur ce que, si M. de la Doucette vous a dit qu'il souhaitait accélérer les choses, mais c'est un sujet que nos services ont commencé à discuter. Ensuite, vous m'avez interrogé sur une disposition du projet de loi sur le commissaire du gouvernement. Il y a un commissaire du gouvernement aujourd'hui chez EDF, comme ça existe dans de très nombreuses ou la totalité des entreprises publiques ou des entreprises de services publics, et le commissaire du gouvernement assiste au conseil d'administration.
Et quand je disais tout à l'heure qu'il nous semblait important de respecter l'évolution que EDF a eue par rapport à ce qu'elle était il y a 20 ans, il y a 10 ans, ce qu'elle est aujourd'hui, une entreprise cotée, une entreprise avec de très importantes obligations de service public, mais aussi avec des développements d'entreprises. Il nous paraît en effet que renforcer les pouvoirs du commissaire du gouvernement par rapport à la situation actuelle va quand même un petit peu à l'encontre de ce grand mouvement qui a été lancé il y a quelques années, qui est de faire d'EDF la grande entreprise française, le grand énergéticien français, mais sous un statut d'entreprise, avec évidemment un rôle majeur de l'État, l'actionnaire, le régulateur, celui qui dispose de nombreux pouvoirs au sein du Conseil. Étendre les pouvoirs du commissaire du gouvernement sur des décisions d'investissement dont lui, commissaire du gouvernement, estimerait qu'elles ne sont pas conformes à une politique approuvée par ailleurs, ne nous paraît vraiment pas indispensable et nous paraît être plutôt un contre-signal par rapport à ce qui a à ce qui a été fait par tous les gouvernements depuis le milieu des années 1990. En ce qui concerne enfin ERDF, je vous trouve sévère, monsieur le rapporteur, sur l'indépendance et les investissements de ERDF, car ces dernières années, les investissements des ERDF ont largement augmenté. Je pourrais partager avec vous des chiffres, si vous le souhaitez, pour vous dire que nous avons, il y a quelques années, décidé d'améliorer la qualité à travers des investissements pour la fiabilité des réseaux, l'enfouissement des réseaux. Et ces dernières années, je crois que sur les 6 dernières années, les investissements de RDF ont doublé. Et en 2013, ils ont augmenté par rapport à 2012 et ils avoisinent 3,2 milliards d'euros. Donc je ne partage pas tout à fait votre sentiment sur le poids que ferait peser EDF pour la limitation des investissements de RDF. On pourrait, si vous le souhaitez, échanger davantage de chiffres avec vous. Voilà. Bien, merci Monsieur le Président pour ces réponses apportées aux questions du rapporteur. Maintenant, j'ai un certain nombre d'intervenants. Je vais donner la parole à Philippe Leroy et ensuite à Yannick Vaugrenard. Philippe Leroy. Oui, Monsieur le Président, vous avez parlé du carénage tout à l'heure, 55 milliards d'investissements. Ça va être un outil de relance de notre économie. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur le calendrier? Parce que vous êtes assez mystérieux. EDF ne donne pas beaucoup d'indications sur ses engagements dans le carénage. Et ces 55 milliards dans l'économie nationale, c'est vraiment un moyen puissant de relance, vous l'avez évoqué. Donc pourriez-vous nous indiquer quelle centrale vous allez choisir? Évidemment, c'est lié aux questions de notre rapporteur, puisque vous allez en fermer, vous allez en garder. Donc je conçois que c'est difficile pour vous, mais il serait assez utile qu'on puisse disposer et discuter même de ce calendrier, de la cadence. C'est important pour les territoires concernés. Deuxième question, je vais devoir malheureusement vous quitter, et c'est lié aux questions qu'on pose aujourd'hui, c'est le problème de l'usage des énergies renouvelables qui vont exiger un surcoût. Vous l'avez chiffré à 1 milliard d'euros, enfin on ne sait pas, mais un surcoût annuel extrêmement important. Le surcoût est lié à la fois au prix de revient de cette électricité renouvelable, entre guillemets, mais aussi à une prime. Il y a une prime qui est donnée aux producteurs d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable, une prime pour les inciter à le faire. C'est vrai dans le solaire et c'est vrai notamment dans le bois. Dans le bois, la surprime qui a été donnée nous conduit à des conflits d'usage. L'exemple le plus énorme, c'est E.ON, votre concurrent allemand, qui est en train de construire une usine pour fabriquer de l'électricité et du bois à Tarascon, si j'ai bonne mémoire, à Gardanne,
transforme une usine de charbon ou de je ne sais quoi en usine à bois, et ça va assécher les papeteries de Tarascon. Donc il y a, et c'est asséché, et je rencontre dans un midi des industriels du bois qui vont parler de ces questions. Mais ça peut être vrai dans d'autres domaines. Donc pourriez-vous nous indiquer un peu davantage comment EDF examine ces questions en lien avec la Creux, mais de façon à ce qu'on ne puisse pas s'orienter. En Allemagne, on a eu le même genre de choses, avec des gens qui font du méthane avec du maïs, et pour fabriquer l'électricité. Il y a, avec les énergies renouvelables, un risque important de conflit d'usage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, puisque vous êtes un spécialiste? Je voudrais simplement compléter la question sur le grand carénage. La version informatique des Échos nous disait hier, à propos du grand carénage, entre guillemets, une partie du grand carénage a été adoptée par le conseil d'administration d'EDF avec mon accord, annonce Ségolène Royal. Or, selon les informations du journal des Échos, seul un point d'information sur le grand carénage a été fait en décembre en conseil d'administration, mais aucune décision d'investissement n'aurait été formellement adoptée. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et je vais donner la parole à Yannick Vaugrenard et ensuite à Michel Le Squarnec. Bon, moi, je m'en vais voir les gens du bois. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais commencer la première partie de mon intervention par la fin de votre propos, où vous avez terminé en disant que EDF était une entreprise de service public, donc de services rendus au public. Et partager votre point de vue et votre analyse sur les tarifs sociaux. Je pense qu'il est absolument indispensable de maintenir les tarifs sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui et en même temps de mettre en place un chèque énergie, à condition que ce chèque énergie soit bien ciblé sur des investissements d'économie d'énergie, sans quoi on n'y arrivera pas. Si on complexifie les choses par rapport aux publics qui sont en situation de précarité énergétique ou de grandes difficultés, ils ne pourront pas en bénéficier. C'est ce que nous constatons aujourd'hui par rapport au RSA, où 50% des publics ne le touchent pas pour des raisons de complexité. C'est la même chose pour l'allocation complémentaire santé, où 70% des bénéficiaires potentiels ne le touchent pas pour les mêmes raisons. Donc je partage votre analyse là-dessus. Sur le nucléaire et sur la part du nucléaire, beaucoup a déjà été dit et j'ai bien entendu vos réponses. J'ai le sentiment que la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Dans vos propos, vous avez indiqué 10 ans aux alentours de 10 ans et ensuite dans votre expression, vous indiquiez la loi telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a des marges de différence, on va dire, d'appréciation qui font que l'objectif qui est fixé 75% à 50% dans 10 ans maintenant est probablement objectivement difficile à atteindre. Quoi qu'il en soit, je pense que le postulat, selon moi, c'est l'indépendance énergétique de notre pays. Depuis 20 ou 30 ans, c'est ce qui se passe grâce au nucléaire, quels que soient les efforts de diversification énergétique qu'il y a à faire par ailleurs, pour le maintien d'une industrie forte dans notre pays, d'une compétitivité également importante au niveau essentiel au niveau européen, il faut maintenir absolument cette indépendance énergétique et je pense que c'est d'abord ça qui doit nous guider. Deuxième aspect sur le fonctionnement de l'entreprise EDF. Il se trouve après la présentation de votre candidature, Monsieur le Président, très rapidement, je pense que ça devait être le lendemain, nous avons auditionné Madame la Ministre Ségolène Royal. Et donc a été évoquée la question éventuelle de l'augmentation des tarifs d'EDF. Et vous aviez été questionné sur cet aspect-là. Et donc, Madame la Ministre m'a répondu, suite à mes questions, que vous n'aviez pas annoncé une augmentation des tarifs, car cette décision relevait de l'État, mais un rééquilibrage des tarifs, ce qui, bien sûr, est fondamental en termes de différence par rapport aux consommateurs. Voilà. Ensuite, elle indiquait EDF doit inciter à diminuer son train de vie et à faire des progrès de productivité. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à l'hypothétique diminution du train de vie de l'entreprise EDF et sur les gains de productivité qu'il serait possible d'opérer. Si je pose cette question-là, c'est que je pense que l'essentiel, probablement, c'est l'essentiel. L'important, c'est aussi le budget de l'entreprise EDF dans le domaine de la recherche.
Nous savons aujourd'hui que nous achoppons sur une difficulté très importante, c'est le stockage des énergies nouvelles. Donc, est-ce que par rapport à cette problématique, il y a un budget recherche en augmentation, en importance forte, compte tenu, je dirais, de ces nouveaux éléments qui ont été évoqués. Je vais donner deux informations qui m'apparaissent vraiment très fortes. La première dont nous avions connaissance, c'est que le prix de l'électricité en France est plutôt plus bas qu'ailleurs, et donc on mesure les conséquences bénéfiques que ça peut avoir sur l'ensemble de l'économie de notre pays. Deuxième aspect, c'est que le CO2, les émissions de CO2 en France, c'est 5 tonnes par habitant, 7 tonnes en Europe et 9 tonnes en Allemagne. Je pense que ce sont des éléments qu'il faut vraiment utiliser avec nos partenaires européens aussi, lorsqu'il y a des exigences qui se font en notre direction sur d'autres aspects. Et nous ne sommes pas les derniers de la classe, loin s'en faut. Je vais vous interroger également quel est votre sentiment sur les conséquences d'une diminution du cours du pétrole aujourd'hui. On mesure les aspects positifs, bien entendu, sur notre économie à court terme et sur le soutien à la croissance potentielle. Pour autant, on peut avoir une forme de laxisme sur les économies d'énergie du fait de cette baisse du coût du pétrole. Donc, comment vous voyez cela? Ça m'indiquait qu'il était important, parce que le paysage français permet cela, de développer également, de continuer de développer l'hydraulique dans notre pays. Énergie hydraulique. Difficulté que nous rencontrons depuis quelques années en France, particulièrement, c'est le fait de faire admettre qu'il est nécessaire d'entreprendre de grands travaux, et donc les barrages en font partie pour développer l'hydraulique. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de recours, que pour réaliser de gros investissements, alors qu'il fallait, voici 10 ou 15 ans, 3 ou 4 ans, maintenant parfois ça se monte à 10 années, donc ne craignez-vous pas qu'il y ait un problème de délai et qu'il faille aussi peut-être légiférer dans ce domaine-là compte tenu de l'urgence. Enfin, dernier point, j'en termine, sur le financement du soutien aux énergies renouvelables. Ne pensez-vous pas que les 300 milliards qui vont être injectés au niveau européen dans le cadre des investissements et de soutien à la croissance européenne ne pourraient pas être utilement utilisés dans le financement du soutien aux énergies renouvelables au niveau européen en général et en France en particulier? La parole est à Michel Le Swarnec et ensuite à Daniel Dubois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, donc, j'avais deux questions qui étaient communes, celle de Yannick Broguenard. Ah, vous entendez ou pas? C'est trop long. L'observation qu'il a faite concernant les tarifs sociaux me paraît judicieuse. Donc, les tarifs sociaux et chèques énergie, ça peut être une complémentarité intéressante à travailler. Il faut trouver la bonne formule. Vous aviez parlé dans l'exposé de l'hydraulique, il a fini par l'hydraulique, donc j'aurais voulu que vous développiez un peu l'hydraulique, ça me paraît très intéressant, mais alors, il n'y a pas que les grands barrages, il y a peut-être aussi les vieux moulins qu'on peut relancer, enfin, quelle part l'hydraulique peut prendre dans l'enveloppe générale, globale, et l'autre mot que vous avez également employé, mais juste en passant, c'est la géothermie. Je n'ai pas d'idée à quel point comment on peut mesurer l'apport de la géothermie dans notre mix général énergétique. La géothermie et l'hydraulique qui m'intéressent le plus là, donc par rapport aux autres questions qui étaient bien développées, notamment le nucléaire. Merci. La parole est à Roland Courteau et ensuite à Gérard César. Merci, Monsieur le Président. Oui, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais revenir sur ERDF. J'ai eu quelques entretiens justement hier encore avec ERDF qui m'a confirmé que chaque année c'était quand même quelque chose comme 4 à 5 milliards d'investissements qu'ils réalisaient. Et à ce propos, je crois que sans entrer dans la controverse entre gestionnaires de réseaux de distribution et les autorités concédantes, la création d'un comité du système de distribution publique d'électricité dont le rôle est d'examiner les investissements de RDF et des AODE, est une bonne chose, je crois. Deuxième remarque, pour évoquer le dispositif de l'effacement. Les députés ont introduit à l'article 46 un nouvel article sur l'effacement. Ils donnent une définition de l'effacement en distinguant plusieurs types d'effacement.
Il revoit le mécanisme du versement que l'opérateur d'effacement et les fournisseurs doivent acquitter et il redéfinit le rôle du gestionnaire de réseau en matière d'effacement. Avez-vous là-dessus, Monsieur le Président, des remarques à faire concernant l'hydroélectricité? Quelle est votre position par rapport au renouvellement des concessions hydroélectriques? Votre position par rapport à la mise en œuvre des SEM, Société d'économie mixte, que propose le projet de loi? Et puis, que pensez-vous de cette persistante proposition visant à prolonger, elle court, elle circule encore, de 24 ans, la durée de concession à la condition que soient réalisés des investissements? Et puis, quatrième remarque, mais c'est terminé pour moi, tout a été évoqué, concernant les tarifs sociaux et la création du chèque énergie, après, sous réserve de vérification, parce que je voudrais encore vérifier certains points, je serai assez près de votre position. Mais je veux encore effectuer quelques vérifications. Je vous remercie. Bien, la parole à un petit changement, je m'étais trompé tout à l'heure, à Daniel Dubois, ensuite à Gérard César. Et après, Robert Navarre. Merci, Président. Donc, Monsieur le Président, moi, j'ai bien écouté ce que vous nous avez dit, c'est très intéressant. Et entre autres, vous nous avez expliqué que EDF produisait de l'électricité à un prix très compétitif, ce qui est une réalité, je dirais, pour notre pays. Et donc, les particuliers en profitent et les entreprises, évidemment. Et ça donne naturellement une compétitivité. C'est un des leviers de compétitivité de notre pays. Et donc, dans ce texte, moi j'ai vraiment l'impression qu'il manque les études d'impact nécessaires pour mesurer effectivement les conséquences si l'on appliquait, je dirais, ces objectifs qui, pour moi, de toute manière, Monsieur le Président, sont irréalistes. Ils sont irréalistes et contradictoires. Ils sont irréalistes et contradictoires. Et donc, je voudrais savoir comment vous allez vous y prendre. Vous qui êtes finalement, je dirais, le patron du producteur d'énergie dans notre pays, moi je relis simplement, je dirais, les objectifs. En fonction de ce que vous nous avez dit, et ça a été repris par notre collègue Beaugrenard tout à l'heure, vous rejetez 5 tonnes de CO2 par habitant dans le cadre de votre production, l'Allemagne en rejette 9. Et l'Allemagne, je dirais, ne produit plus, je dirais, d'énergie nucléaire. Mais elle rejette 9. Et, non mais, attendez, et donc on nous demande à la fois, et on vous demande à vous, finalement, d'atteindre des objectifs de production en baissant le nucléaire de 50% à échéance 2025, et en parallèle, on réduit le rejet de gaz à effet de serre en le divisant par 4 à échéance 2050. Alors moi, j'aimerais, Monsieur le Président, que vous nous expliquiez comment vous allez faire. Parce que quand on est face à des objectifs aussi contradictoires, avec toujours, finalement, une volonté d'avoir un prix compétitif pour l'entreprise, comment, vous faites? Voilà. Et donc, je me pose une question de principe. Est-ce qu'on peut faire une loi d'objectifs aussi peu crédible quand on sait que finalement, le pragmatisme ne pourra pas permettre d'atteindre ces objectifs. Donc comment vous allez faire, Monsieur le Président, pour les atteindre, puisque finalement on va vous le demander, et ça vous est demandé à travers le texte. Et j'ai oublié une deuxième question qui est très pratico-pratique. Quand vous nous avez donné le coût de production à 55 €, est-ce que ça a intégré les 55 milliards de carénage ou pas? Eh bien, la parole est à Gérard César et ensuite à Robert Navarro. Oui, dans le même sens, Monsieur le Président directeur général, que Daniel Dubois a posé la question. Ça concerne en particulier les centrales nucléaires. Vous avez parlé le grand carénage, 55 milliards d'euros en 10 ans. Comment allez-vous financer ces 55 milliards? Car on sait que les délais en 10 ans, c'est très court. Et comment allez-vous vous financer, en dehors, bien sûr, d'augmenter le tarif au niveau des abonnés? Donc, c'est une question qui me paraît très importante. Ensuite, 10 ans, c'est très court. C'est très court.
lorsqu'on veut faire les études et aussi passer les marchés, parce que vous êtes tenu par passer des marchés publics, je pense que c'est aussi très court. Deuxième question, mais qui est liée aussi au nucléaire, c'est l'approvisionnement. Vous avez parlé de la sécurité de l'approvisionnement. Alors, est-ce que dans la sécurité de l'approvisionnement, vous pensiez au combustible? Est-ce que vous avez des contrats justement pour le combustible en ce qui concerne en particulier les pays producteurs donc d'uranium? C'était la troisième question. La deuxième question, pardon. Après Fessenheim, démantèlement de Fessenheim, est-ce que les personnes, et en particulier les pays qui ont investi massivement dans la construction de Fessenheim, sont d'accord pour le démantèlement de cette centrale nucléaire? Et quatrième question très rapide, qui a été abordée par Daniel Dubois, c'est sur l'hydraulique. Est-ce que vous avez un recensement le plus exact possible des gisements possibles, en particulier en matière d'eau, concernant justement ces barrages hydroélectriques? Merci. Merci. La parole est à Robert Navarro, ensuite Marie-Noëlle Lienemann. Merci, Monsieur le Président. Je partagerai ce qui a été dit par beaucoup de mes collègues, un certain pessimisme au niveau de l'atteinte des objectifs par le président d'EDF. Et si j'avais un petit conseil, je pouvais me permettre de lui donner, c'est de se hâter lentement. Parce que comme les projections sont changeantes, oui, moi je suis pour que le tarif d'EDF, pour certaines catégories, soit le plus bas possible. C'est une évidence. Mais si on veut cela, il faut que EDF... et que ce que l'on a fait au niveau du nucléaire dans ce pays depuis bon nombre d'années soit toujours aussi performant. Parce que la performance de nos tarifs vient, c'est une évidence, de la performance de nos résultats dans le nucléaire. Donc si on veut à un moment donné que les énergies renouvelables soient au top niveau, et on sait très bien qu'en pourcentage, pour notre fonctionnement, elles seront quand même limitées, oui, moi je voudrais avoir, comme ça a été demandé, des réponses sur les investissements que vous allez faire concernant le stockage, parce que la clé c'est le stockage. Après, moi je crois que la conjoncture va faire d'EDF, si elle persiste comme elle l'a fait par le passé avec le CEA, à promouvoir la qualité de nos installations et leur sécurité, dans le siècle à venir, oui, le nucléaire deviendra l'une source d'énergie qui sera performante économiquement et qui sera des plus sécuritaires et des moins polluantes au niveau de la planète. Donc la réflexion, c'est là-dessus qu'il faut la porter. Et il y a un domaine qui n'a pas été abordé qui me semble aussi performant, c'est dans le démantèlement, il y a sûrement des recettes à faire, parce qu'il va y avoir bon nombre de centrales à démanteler au niveau de la planète, et très peu d'entreprises ont le savoir-faire que vous avez, d'un point de vue technique, et l'avance que nous avons, je crois qu'il faudrait l'amplifier et la garder. Il faudrait, je crois, que si on sait bien le gérer, en restant Charlie dans ce domaine plutôt qu'en se jetant les pierres et en faisant du n'importe quoi, si on reste Charlie, comme c'est à la mode, peut-être qu'on fera d'EDF l'Airbus de demain dans ce domaine-là, c'est-à-dire une des entreprises les plus performantes au niveau de la planète. C'est mon souhait, dans l'intérêt économique de notre pays, et surtout si on veut avoir des sources d'énergie qui nous rendront notre indépendance, des tarifs préférentiels pour nos entreprises et pour ceux qui souffrent. Merci. Alors la parole est à Marie-Noëlle Lienemann et ensuite Joël Labbé. Monsieur le Président, d'abord merci de vos propos. Ensuite, beaucoup de collègues ont parlé du stockage, que je crois quand même c'est une des questions majeures pour l'avenir. Vous n'avez pas parlé de la filière hydrogène. Or, le développement de la filière hydrogène en utilisant l'électricité dans les périodes où on n'utilise pas au maximum nos capacités est une des façons de stocker de l'énergie et par ailleurs de le faire à un coût un peu plus réduit que ce qu'est aujourd'hui le coût de production de l'hydrogène. Donc je voudrais savoir si EDF est engagé dans cette filière et comment éventuellement il imagine son développement. Le deuxième sujet concerne le ratio importation-exportation. Je dois dire que j'ai beaucoup de mal à lire la presse et les journaux et à savoir, est-ce qu'on importe plus d'énergie qu'il y a quelques années,
Je parle de l'énergie électrique, hein, je ne parle pas évidemment du reste. L'énergie électrique, est-ce qu'on en apporte plus? Est-ce que la balance importation-exportation est stable ou se détériore ou s'améliore? Et on nous dit que parallèlement à ça, l'Allemagne, en dépit de ce qu'on nous dit sur le fait qu'il y a des effets de lissage et de charbon, serait un pays qui exporte de l'énergie plus que la France. Il y a quand même un petit problème. En tout cas, comment vous situez-vous par rapport à ce ratio importation-exportation et comment pouvez-vous imaginer que la balance s'améliore au maximum en faveur de l'autonomie, de l'indépendance française? Troisièmement, la question des prix a été posée, elle est vitale. Dans les critères, moi j'ai toujours dit que dans les critères de compétitivité française, si on ne veut pas baisser de façon draconienne le coût du travail en sacrifiant tout de nos modèles sociaux, il faut jouer sur d'autres paramètres et le prix de l'énergie est un de ces paramètres. Et j'ai vu partir des entreprises, notamment électro-intensives, vers le Canada par exemple, qui n'en avaient rien à foutre des effets de serre, vu qu'eux, ils ont augmenté leur effet de serre, pendant que nous, on le baissait. Donc on a un énorme problème de coût, pas simplement sur l'électro-intensive, vous l'avez parlé des politiques de tarifaires, etc. Donc je voulais savoir si vous aviez une stratégie long terme, comment vous voyez évaluer vos coûts. Et par rapport à ça, vous interrogez aussi sur le versement des dividendes de l'entreprise. Comment évolue-t-il au cours du temps? Moi, je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas du tout une fanatique de l'ouverture du capital d'EDF, mais je voudrais savoir quelle est l'évolution des dividendes, parce que quelque part, ça pèse quand même sur les investissements qui pourraient être faits par l'entreprise. Dans le même esprit sur les prix, moi je suis plus centrée dans le suivi de cette loi sur la partie habitat, logement, bâtiment. J'ai été très sensible à votre argumentaire sur la RT 2012 et la fait de la manière de faire passer au gaz, parce que pendant longtemps le gaz était moins cher, sauf que maintenant il devient plus cher. Et donc vous suggérez, vous, de votre côté, de mettre un critère CO2 qui n'est pas si simple à calculer, mais qui pourrait être mis au regard des bilans carbone. Et deuxièmement, je m'interroge auprès de vous pour savoir si vous avez fait des simulations sur l'effet charge payé par les locataires, par exemple, ou les utilisateurs, en comparaison des systèmes que vous proposez et des systèmes gaz et autres. Car quand même, l'autre question, c'est le poids des charges dans le budget de nos concitoyens, et notamment les plus modestes. Il est évident que votre proposition concernant les tarifs me paraît la seule opérationnelle si on veut être social, parce que ça, on sait que les chèques bidons, là, la moitié des gens ne savent même pas comment ça marche, ne font pas l'utiliser. Et d'ailleurs, ma conviction profonde, c'est que c'est la raison pour laquelle Bercy adore ce genre de choses, qui d'ailleurs entretient l'idée qu'il y a des assistés qui ont des chèques, plutôt que d'avoir des tarifications de services publics qui tiennent compte de la juste capacité de chacun. C'est même pas la même philosophie, et elle est beaucoup plus libérale que celle que vous défendez, et je m'en réjouis. Et donc, enfin, je termine. Quelle simulation avez-vous de la consommation des véhicules électriques dans la montée en puissance de la nécessité de produire de l'électricité en France? Et en particulier, participez-vous à la réflexion sur le maillage des bornes électriques, qui me paraît être un des éléments déterminants, et la clarification de comment on installe ces bornes sur l'ensemble du territoire, avec quelles normes et dans quelles conditions? Bien, merci. Joël Labbé. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, alors je vous parlerai solaire. Simplement 2 mots nucléaire qui refait l'actualité. La question du démantèlement, ma position est diamétralement opposée. Ce serait bien d'en voir une opportunité économique, mais malgré tout, le coût du démantèlement pour l'argent public pour moi, n'est pas encore suffisamment prévu. Et donc, moi, je le vois pas comme ça. Et puis, d'autre part, en cette période actuelle, les risques d'attentats sont toujours là et plus que jamais. Bon, maintenant, concernant le solaire, l'expérience qui nous semble intéressante en Guyane avec un nouveau dispositif de stockage, est-ce que de la base sur nos outre-mers ensoleillés, on a d'autres projets similaires? Et la question du développement en Afrique, où l'énergie est un poste clé, est-ce qu'on peut envisager ce type de production d'énergie sur les pays africains?
Et enfin, je crois savoir que les panneaux utilisés en Guyane sont des panneaux américains First Solar. Où en sommes-nous sur nos productions de panneaux photovoltaïques en France au niveau du marché? Je vous remercie. Merci Joël Labbé. Je complète, Monsieur le Président, par une question sur l'AREN. Donc c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Votre prédécesseur exprimait sa désolation de devoir brader des mégawatts à des prix qui étaient insuffisants, estimant que les concurrents se régalaient en allant piller EDF. Bon. Aujourd'hui, l'AREN, c'est 42 € le mégawatt, hein, fixé par les pouvoirs publics et avis de la CRE. Aujourd'hui, le marché de gros situe le mégawatt à peu près 35 aujourd'hui. 35. C'est-à-dire à moins. Alors finalement, on entend que plus personne ne va se sourcer auprès d'EDF pour avoir l'énergie nucléaire qui était réputée être compétitive et dont le montant était fixé à 42 €. Alors j'aimerais que vous nous disiez un peu quelle est la politique que vous entendez mener sur ce point. Et puis alors, une deuxième chose concernant Fessenheim. Est-ce que vous... Bon, c'est pas à nous de décider de la fermeture des centrales. D'ailleurs, c'est pas seulement au gouvernement, c'est également à l'autorité de sûreté nucléaire. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la fermeture de Fessenheim constitue, nous en avons eu des témoignages, un vrai drame économique et social pour l'Alsace? Et est-ce que si on veut vraiment supprimer ou arrêter 2 réacteurs, est-ce qu'il ne vaut mieux pas enlever 2 réacteurs sur un site de 4 réacteurs que d'enlever les 2 seuls réacteurs qui existent en Alsace, hein? Alors, est-ce que finalement le choix de Fessenheim, au-delà de l'aspect un peu idéologique, politique, électoral, vous paraît être le bon? Bien, Monsieur le Président, vous avez la parole. Alors, sans parler de l'apport, c'est 85% de l'électricité fournie à l'Alsace, hein. Bien, je vais essayer de regrouper un petit peu parce que... Mais je vous remercie quand même de l'intérêt que vous portez à EDF, hein. C'est une entreprise passionnante et je vois que ces sujets sont bien connus, bien maîtrisés par le Sénat. Je vais essayer peut-être de parler un petit peu du grand carénage et du nucléaire, puisqu'il y avait beaucoup de sujets là-dessus. En ce qui concerne le grand carénage, le montant de 55 milliards d'euros, c'est un arrondi comme toujours, ça va coûter environ 55 milliards d'euros de mettre en place un programme qui nous permettra d'allonger la durée de vie des centrales, d'augmenter leur niveau de sûreté sur les 10 années 2014, 2015, 2025 environ. Mais ceci ne vient pas en plus, ce n'est pas la totalité des 55 milliards d'euros qui va venir en plus de ce que nous faisons déjà. On pourrait le présenter différemment. Nous dépensions ces dernières années, environ 2,5 milliards d'euros par an pour les investissements et les dépenses de maintenance du parc. Et avec le programme du grand carénage qui va monter en puissance, c'est l'une de vos questions, qui va monter en puissance sur les 3 prochaines années, nous allons passer à un rythme d'environ 5 milliards. Nous allons à peu près doubler le montant annuel consacré. Alors, là-dedans, ceci inclut des dépenses de prolongement de la durée de vie et des dépenses d'amélioration de la sûreté. Et ceci, dans l'hypothèse où nous ferons, je ne sais pas dire, le grand carénage sur la totalité des 58 tranches existantes. Or, le programme tel qu'il avait été lancé, c'était avant la loi, c'était dans l'hypothèse où nous gardions nos 58 tranches. Et compte tenu de ce qui est dans la loi sur déjà le PR de Flamanville à comparer aux deux tranches qui vont être enlevées du réseau et peut-être d'autres ultérieurement, on verra en fonction des programmations, on ne sait pas. Donc c'est peut-être pas la totalité des 58 tranches, mais il y aura peut-être 2, 4, 6 tranches en moins. Je ne sais pas vous dire. A priori au moins 2, puisque c'est celles qui correspondent à Flamanville. Simplement, pour vous dire, ce rythme, c'est environ 2,5 milliards d'euros
de plus chaque année consacrée à la maintenance, mais c'est une maintenance très élargie. Maintenance et rénovation et amélioration de la sûreté du parc nucléaire. Nous prévoyons de le financer par l'effet bénéfique que ça a sur l'amortissement, puisque nous amortissons jusqu'à présent chaque tranche à 40 ans, sur une durée de 40 ans. Si nous passons l'amortissement à 50 ans dans une première étape, 60 ans dans une deuxième étape, ceci améliore nos comptes et nous permet de financer les travaux. Et pour revenir à l'une des multiples questions posées, oui, les coûts du nucléaire de 55 € du mégawattheure incluent le grand carénage, puisque le grand carénage a un effet bénéfique sur le coût, d'ailleurs sinon nous ferions autre chose, hein, puisque le grand carénage justifie un allongement de 10 voire de 20 ans de la durée de vie. Donc le financement, c'est parce que c'est une bonne décision c'est une décision qui est, si je puis dire, gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne. On améliore la sûreté, on permet de maintenir un coût de l'électricité qui est très très bas, et on met de l'activité dans notre pays qui en a bien besoin. Donc franchement, c'est voilà. Et sur le processus de décision, en effet, Madame Royal a dit à l'usine nouvelle que pour elle le programme était approuvé, et certains ont fait allusion à des débats du Conseil. Je ne peux pas vous donner trop de détails là-dessus, mais bien évidemment, le Conseil d'administration d'EDF a déjà été saisi et est à nouveau saisi, sachant que chaque décision, tranche par tranche, il y avait des questions de M. Leroy notamment là-dessus, quelle est la programmation détaillée. Nous allons maintenant y travailler, maintenant que le principe du programme se met en route. Nous allons y travailler, notamment avec l'autorité de sûreté. Parce que l'autorité de sûreté doit approuver chacune des extensions sur chacune des tranches. Hein. Il ne s'agit pas, c'est pas EDF qui décide tout seul de passer de 40 à 50 ans telle ou telle tranche sur tel ou tel site. Sur chacun des sujets, l'autorité de sûreté va nous donner des prescriptions qui peuvent être spécifiques à telle ou telle centrale, en nous disant à tel endroit, on avait noté un petit souci, on aimerait bien que vous le régliez. Vous voyez, des choses comme ça. Donc le calendrier dépendra de négociations détaillées avec l'autorité de sûreté qui n'ont pas commencé. Hein, pour l'instant, nous sommes encore dans une phase où nous mettons en place les principes du grand carénage, hein, les grandes tendances, les grands principes tels que je vous les ai décrits. Alors, il y avait ensuite tout un ensemble de... peut-être l'uranium, tant qu'on est dans le nucléaire. Alors, nous achetons de l'uranium en direct et nous achetons aussi l'uranium qu'Areva achète. Et nous nous fournissons de façon aussi, précautionneuse que possible, de façon à ce qu'il y ait des stocks d'avance, de façon à ce que nous n'ayons pas une trop forte dépendance vis-à-vis des fournisseurs. Et nous avons des fournisseurs d'uranium, Areva ou EDF en direct, qui sont aussi bien répartis que possible. Les grands producteurs, les grands fournisseurs d'uranium pour nous étant le Canada, l'Australie, le Niger, le Kazakhstan et quelques autres. Mais nous essayons de réduire notre risque géopolitique par rapport à tel ou tel. Et c'est un sujet qui est important pour nous de bien gérer cet aspect des choses. Alors les prix de l'uranium ont beaucoup baissé, hein, bien sûr, par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques années. Donc je crois qu'on peut dire que les risques qu'on avait à un moment donné, certains avaient dit, mais avec le redémarrage du nucléaire, aura-t-on tout l'uranium dont on a besoin? Je crois que ces risques se sont quand même assez largement, ils sont disparus. Et puis vous savez que maintenant on recycle une grande partie du combustible utilisé dans l'usine MOX, le combustible MOX, l'usine MELOX, et que ça aussi réduit les besoins en uranium. Donc je ne suis pas particulièrement inquiet sur l'uranium. Ensuite, il y avait des sujets sur l'hydraulique, peut-être un petit peu de façon générale. Alors, effectivement, il y a des projets sur l'hydraulique. La loi prévoit qu'il puisse y avoir l'intervention de sociétés d'économie mixte. Nous allons voir ce que ça va donner. Vous n'ignorez pas qu'EDF est favorable à des régimes, comme d'autres grandes entreprises qui gèrent des services publics, à des régimes dans lesquels, en échange d'investissement, on prolonge les concessions. C'est pas un scoop, hein, que je vous dis là. Et nous avons des projets dans ce sens. Voilà. Vous êtes heureux de l'entendre, et c'est pas une surprise. Voilà, et donc nous avons des projets effectivement sur certains des grands bassins hydrauliques de discuter et d'essayer de boucler dans les années qui viennent
là aussi des opérations qui sont très bénéficiaires pour la collectivité, puisque ces investissements sont importants. Hein. On parle quelquefois sur certaines vallées de plusieurs centaines de millions d'euros dans une seule vallée. Hein. Donc ce sont des investissements qui sont importants, qui permettent de continuer à bénéficier de ce don de la nature, hein, si je puis dire, qui est l'hydraulique. Et donc ces projets, nous espérons qu'ils permettront de ne pas trop multiplier les cas dans lesquels EDF, concessionnaire historique, se verrait privé de l'outil qu'il a construit, même si au titre de la concession, il est normal que la concession soit de temps en temps renégociée, mais il y a quand même un attachement très fort d'EDF à son patrimoine hydraulique. Donc quand on vient vous dire, oui, vous l'avez géré pendant des dizaines d'années, mais maintenant on va rebrasser les cartes et puis ça sera peut-être plus vous, ça ne nous fait pas tellement plaisir. Et donc on va essayer de bien défendre toute notre culture et tout notre patrimoine hydraulique et de continuer notre savoir-faire qui est important dans ce domaine. Il y avait des questions un peu techniques autour du stockage et de nos efforts en matière de recherche et développement. Alors nous consacrons plus de 600 millions d'euros chaque année à la recherche et développement. Nous avons 2000 personnes, essentiellement des ingénieurs, des chercheurs qui travaillent dans ce domaine, et nous travaillons sur de nombreux sujets de stockage, parmi lesquels, madame, l'hydrogène, mais pas seulement l'hydrogène. Nous travaillons sur différents types de batteries. Un des exemples en Guyane est un peu particulier parce qu'il s'agit d'assurer la permanence de la fourniture d'électricité dans une zone reculée de la Guyane, mal connectée, et à ce titre, autant ne pas vous cacher que c'est assez cher de mettre en place des solutions de stockage aujourd'hui, mais de façon à ce que le service public soit également présent dans des villages mal desservis de la Guyane. Nous avons mis en place cette opération et nous essaierons de voir si nous pouvons poursuivre dans cette direction. Mais d'une façon plus générale, nous travaillons sur différentes configurations de batteries. Il y a différents groupes français, d'ailleurs le groupe Bolloré, il faut saluer ses efforts, qui investit depuis dans des filières françaises de stockage assez originales. Et puis nous travaillons avec différents partenaires sur des projets d'hydrogène, de piles à combustible. Voilà, toujours dans le domaine un petit peu du développement. Nous travaillons aussi sur les bornes de véhicules électriques. Nous avons un programme de plusieurs centaines de bornes qui vont être développées et mises notamment pour des trajets interurbains, puisque c'est un petit peu différent. L'économie du système est un petit peu différente selon qu'on est dans un milieu urbain, qui est le milieu privilégié aujourd'hui de développement des véhicules électriques. Moi, on m'a expliqué quand je suis arrivé chez EDF que s'il y avait 2 millions de véhicules électriques dans 5 ou 10 ans, ça correspondrait à une tranche nucléaire. Donc ça relativise un petit peu. Je ne sais pas si vous avez cette information. Ça relativise un petit peu quand même le poids du véhicule électrique par rapport au parc total. 2 millions de véhicules électriques, ça serait déjà un assez beau score. Ça correspond à une centrale nucléaire. Voilà. Sur les questions de développement des travaux, moi j'ai noté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit Madame Royal sur le fait qu'elle était également très inquiète du délai qu'il faut pour mettre en place tout programme d'infrastructure aujourd'hui en France. Alors, il n'y a pas seulement les programmes auxquels certains s'opposent de façon quelquefois un peu violente, mais d'une façon générale, les recours, les délais, et qu'elle se fixait un objectif d'essayer d'améliorer la situation. Je crois que ça va dans le bon sens. Évidemment, EDF serait très favorable à ce qu'il se passe un temps un peu réduit, un peu moins extensif entre le moment où on décide quelque chose et le moment où c'est mis en service. Et donc, on serait très intéressé de pouvoir faire ça. Sur les questions de géothermie, nous essayons d'être actifs là où il y a des opportunités de le faire. Il y a déjà des installations géothermiques en fonctionnement dans certaines zones du pays, notamment dans certains départements d'outre-mer et en Alsace. Nous sommes en train de développer un projet important à Bagneux, en région parisienne. Donc on peut aussi faire de la géothermie en zone très dense, de façon à donner de la chaleur et de l'électricité aux logements qui sont à proximité des sources de chaleur.
Voilà, importation-exportation, eh bien, je crois que maintenant, madame, vous avez vu qu'il y a un site, je fais un peu la publicité devant tout le monde, un site de RTE, donc, le site s'appelle RTE Ecomix, on y a accès très facilement avec une petite application sur un smartphone ou bien sur Internet, et on peut voir heure par heure les échanges d'électricité entre la France et les pays voisins. C'est bluffant, n'est-ce pas? Voilà. Alors, en effet, on s'aperçoit que pratiquement toute la journée, tous les jours, l'Allemagne nous exporte du courant. Il y a des moments où c'est nous qui exportons vers l'Allemagne. Mais la plupart du temps, l'Allemagne exporte à un prix qui est très bon et nous réexportons vers la plupart des voisins. Nous réexportons pratiquement tout le temps vers les Anglais, les Belges, les Italiens, les Espagnols et les Suisses. Hein, donc, si on prend... Alors, on exporte en gagnant de l'argent, bien sûr, sinon on ne le ferait pas. Voilà. Mais l'Allemagne importe parce qu'elle nous exporte du courant à un prix inférieur auquel... Bon, mais ça veut dire que le poids de la subvention des énergies renouvelables allemands ou du charbon, bon, mais beaucoup d'énergies renouvelables allemands, est tel qu'en réalité, le consommateur final allemand paye dans sa facture l'équivalent de la CSPE. Le particulier allemand paye à travers sa propre CSPE, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle a sûrement un nom à tiroir en allemand, il paye à partir de sa propre CSPE une subvention aux consommateurs français. Hein. La régulation n'est pas parfaite, hein, les systèmes sont un peu déséquilibrés, et donc le consommateur allemand paye dans sa facture de quoi faire acheter aux consommateurs français de l'électricité moins chère que s'il n'était pas là. C'est un transfert entre les deux pays. Les consommateurs, je ne pense pas, monsieur le sénateur, qu'ils le savent, mais désormais les sénateurs français le savent. Ils savent qu'ils payent très cher l'électricité. Alors, nous exportons beaucoup plus de courant, quand on fait l'addition, vers les Anglais, les Belges, les Suisses, les Italiens et les Espagnols, que nous n'en importons des Allemands. Donc nous avons un solde positif annuel, qui est plutôt en croissance chaque année, et qui, je crois que la balance des paiements est de l'ordre de 2 milliards d'euros. C'est assez significatif. Nous exportons 2 milliards d'euros de plus d'électricité que nous n'importons, et ça représente environ 8% de notre production, 8 à 9% de notre production. Voilà, je vais peut-être rapidement aborder les autres sujets. Conséquence de la diminution du coût du pétrole, il faut espérer, c'est un sujet de court terme qui est gérable. À long terme, nous ne savons pas ce que ça donne. Si les prix du pétrole et du gaz deviennent très bas et que le certificat de CO2 reste à des prix très bas, le système est complètement fichu. Il n'y aura pas de réduction de l'empreinte carbone. Hein. Donc, il me paraît important, je ne sais plus, je crois que j'en avais déjà dit un mot la première fois, il me paraît important qu'on fasse tout pour faire remonter le prix du CO2. Parce que s'il n'y a pas de véritable pénalité financière à l'utilisation d'énergie fossile, il y a une idée qui a été assez largement partagée, c'est que notamment Bruxelles rachète des certificats de CO2 pour les annuler et faire remonter les prix. Mais si les prix des énergies fossiles sont très bas, ce n'est pas cohérent avec des objectifs de décarbonation. Donc la baisse des prix du pétrole, elle peut renforcer ce risque par rapport à la tenue des objectifs de décarbonation. Voilà, enfin en ce qui concerne l'ARENH, Monsieur le Président, qui était votre dernière question, nous avons en effet un paradoxe. De l'avis de notre régulateur, l'ARENH ne couvre pas les coûts d'EDF. De l'avis du marché, il y a des acteurs qui vendent à ce point à perte que l'ARENH n'est pas intéressant pour nos concurrents. Et donc sur la dernière séquence de mise aux enchères de la production d'ARENH, l'ARENH étant plus cher que le marché, nous n'en avons vendu qu'une partie. Il y a quand même des opérateurs qui se sont couverts. Un peu moins de la moitié. Un peu moins de la moitié. Il y a des opérateurs qui se sont couverts en disant oui, bon, c'est comme ça aujourd'hui, mais enfin, qu'est-ce que ça sera dans 6 mois, donc on va quand même en acheter un petit peu. Donc nous n'avons pas vendu toute l'ARENH disponible. Néanmoins, nous souhaitons que l'ARENH reflète nos coûts
parce que nous n'avons aucune raison d'accepter un système dans lequel nous subventionnons nos concurrents. Hein, nous n'avons aucune raison d'accepter. Et c'est le régulateur lui-même qui dit que l'Arenh ne couvre pas nos coûts et qu'il faudrait remonter vers 52 € et non pas 42 par palier de 2 €. Donc nous attendons impatiemment que l'Arenh remonte. Quitte à ce que nous ne le vendions pas, parce qu'il y a des opérateurs économiques qui acceptent momentanément de vendre à perte, mais c'est tant pis, comme vous dites, madame. Le vrai sujet, c'est n'acceptons pas un système dans lequel, sciemment, nous sommes forcés de vendre à perte à nos concurrents. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, vous avez donc pu suivre l'audition de Jean-Bernard Lévy, le nouveau PDG d'EDF, devant la Commission des affaires économiques du Sénat. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.